Donc Auguste Renoir a commencé à entrer dans la maladie rhumatismale tout d'abord par une fracture du bras droit qui est survenue en 1860. Et très vite, dans les suites de cette fracture, il a développé des douleurs dont on n'a pas pu imaginer qu'elles pouvaient annoncer cette maladie rhumatismale. On les a mis sur le compte des séquelles de sa fracture. Et puis, il a bien fallu se rendre compte que quand les douleurs ont concerné les pieds, qu'on changeait de périmètre. Pardon, on changeait de périmètre quand les douleurs se sont mises à concerner les pieds. Et là, à l'époque, les seules ressources dont on disposait, c'était des cures thermales. Donc, il a fait une cure à gel, à Dax, à Aix-les-Bains. Et l'année d'après, il est tellement handicapé qu'il n'arrive pas à fournir l'étoile à son marchand préféré, qui était, comme vous le savez, Durand-Ruel. Et 3 ans plus tard, les mains sont déformées et douloureuses. Et ceci explique que quand vous le voyez peindre dans son atelier des Colettes à Cagnes-sur-Mer, on est obligé de lui attacher les doigts avec des pinceaux pour qu'il puisse continuer à peindre. En 1904, il triomphe au Salon d'automne à Paris, et en 1907, il peint le fameux portrait de sa gouvernante Gabrielle, qu'il va intituler « Gabrielle à la blouse blanche ». En 1910, la maladie s'aggrave, il est toujours à Cagnes-sur-Mer dans le jardin de Colette, et il est obligé d'utiliser les ressources d'une chaise à porteur pour se rendre dans son atelier en planche sous les oliviers. En 1911, il est fait officier de la Légion d'honneur, et à la même époque, il est l'objet de plusieurs interventions chirurgicales. 3 ans plus tard, il s'installe à Nice, et en 1916, il zappe, pour dire aujourd'hui, il est très passionné par la sculpture, et c'est en cela qu'il est aidé par un de ses amis, un sculpteur italien qui s'appelle Guido. Et la question qu'on peut se poser à ce moment-là, comme pour les autres peintres que nous allons voir, est-ce que la polyarthrite rhumatoïde a-t-elle influencé son œuvre? Il ne semble pas. On ait noté de différence entre ce qui s'est passé avant et après l'apparition ou la survenue de sa polyarthrite. Et puis, j'ai repris cette citation qu'il aimait manifester dans ses écrits. « Heureuse peinture qui, après tout, donne encore des illusions et quelquefois de la joie. » Et nous allons voir qu'en cela, il rejoint d'autres personnes que je vais citer, notamment Christian Barnard, à propos de l'importance de l'occupation de l'esprit. Là, vous avez deviné que, on parlait de Nice et d'Auguste Renoir, c'est toujours Nice, la des Anges, mais cette fois-ci, ce tableau est dû à Raoul Dufy, et je dois dire que c'est pas un hasard, il n'y a que des rendez-vous lycée Paul Éluard, puisqu'on rend hommage actuellement à quelques centaines de mètres, ici même au musée d'art moderne, à Raoul Dufy. Il naît au Havre, et c'est à l'âge de 38 ans que sa polyarthrite rhumatoïde va débuter, ou 58 ans, pardon. Et en 1937, 2 ans plus tard, il donne ce fameux tableau que vous connaissez tous, La fée électricité. 3 ans plus tard, les douleurs sont présentes. Il se rend dans le sud, parce qu'à l'époque, une des recommandations qu'on pouvait formuler aux patients, c'était d'aller au soleil, sur la Côte d'Azur, au Pays Basque, ou du côté de Perpignan. Et là, il fait la connaissance d'un médecin très sympathique qui s'appelle le docteur Nicalao, et c'est le début des selles d'or qui ont été initiées à l'époque par Jacques Forestier, évident rhumatologue qui était à Aix-les-Bains. Et cette fameuse cure de selles d'or va aboutir à l'obtention d'une rémission. 6 ans plus tard, il fait une cure thermale en Espagne, il rechute, on reprend les selles d'or, et vous voyez à gauche la fée électricité, et à droite ce Carlequin qu'il a dénommé Geneviève. Et en 1949, il a une chance extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'un des conférenciers l'a dit avant moi tout à l'heure, il arrive avec les débuts de la cortisone, qui est due à un grand savant qui s'appelle M. Hinch. Il fait la connaissance à Boston, sur la côte est des États-Unis, du docteur Hamburger, qui lui prescrit de la cortisone, et là, c'est le miracle. Il est ressuscité. Il marche 3 ans plus tard sans canne ni béquille, et en 1951, à New York, il réalise une extraordinaire exposition pour l'Arthritis and Rheumatism Foundation, qui était l'équivalent, si je puis dire, de l'AFLAR, si je puis dire. Et en 1952, il se rend en Arizona, à Phoenix, plutôt à Tucson, parce qu'il veut bénéficier et jouir d'un climat sec et ensoleillé. Malheureusement, il décédera à Fort Calquier en 1953 d'une hémorragie digestive, probablement secondaire à la survenue d'un ulcère favorisé par la cortisone. Question, la maladie a-t-elle influencé son art? Eh bien, le docteur Hamburger, qui l'a suivi aux États-Unis, considère qu'il existe une différence dans ses aquarelles avant et après les corticoïdes. Et il faut savoir également que les corticoïdes ont d'une part un effet antalgique anti-inflammatoire, mais ils se constituent également une espèce de stimulus de l'humeur. Vous êtes en forme et donc vous avez peut-être une modification de votre créativité qui peut apparaître.
Avant 1950, certains de ces tableaux laissent penser qu'il était porteur ou qu'il souffrait du polyarthrite rhumatoïde, et comme je vous l'ai dit, en 1953, il n'aura pas la joie d'assister à la rétrospective grandiose qui lui est donnée au musée d'art moderne à Paris. Nous remontons 2 siècles en avant et vous avez tous reconnu Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart a un parcours exceptionnel. Il naît en 1756 et donc, à l'âge de 6 ans, il va avoir un certain nombre d'ennuis. Une scarlatine, un héritage noueux, et vous voyez que le germe qui est à l'origine de ces 2 maladies s'appelle le streptocoque. La même année, il est à Salzbourg, il va développer de la fièvre, des douleurs articulaires. 2 ans plus tard, il est à Londres et il développe une amygdalite purulente. On peut retrouver le même germe que celui que je viens de vous citer. En 65, à La Haye, à 9 ans, il développe une typhoïde. En 66, à Munich, il a de la fièvre et des douleurs articulaires. À Olmütz, à 11 ans, il développe une variole. À Salzbourg, à l'âge de 16 ans, vous voyez qu'il a été un prodigieux compositeur, mais il a été aussi prodigieux dans le catalogue des maladies qu'il va rencontrer. Un ictère, une hépatite virale. À Mannheim, à l'âge de 22 ans, il a une peine de cœur. En 81, à Vienne, il développe une pneumonie, et c'est là qu'il va composer Idoménée, roi de cœur. À 28 ans, toujours à Vienne, douleur, fièvre, douleur abdominale et articulaire, ce qui va vous amener vers la piste d'un certain diagnostic sur lequel je vais revenir dans quelques instants. À 31 ans, il récidive. En 90, une année avant sa mort, il récidive, et il va décéder le 5 décembre 1791 à Vienne. Une parenthèse à ce propos, c'est qu'il décède dans un contexte de fièvre, de douleur, de gonflement de mains et des pieds, de vomissements, de diarrhée, d'exanthème. Il a une paralysie, son médecin traitant va faire une des rares choses qu'on pouvait faire à l'époque, c'était une saignée, mais ceci n'empêche pas un coma terminal. Et pour l'anecdote, il sera enterré dans les environs de Vienne, dans un cimetière. Vous savez que quand Mozart décède, il est pratiquement ruiné, et il va être enterré dans une fosse commune pour 2 raisons. D'une part, parce que sa famille n'avait pas les moyens de lui octroyer des obsèques normales, mais comme il va décéder dans un contexte d'infection, il n'avait pas qu'il soit contagieux. Et ces 2 raisons expliquent pourquoi il est enterré dans une fosse commune, dans un cimetière des environs de Vienne. Alors, l'hypothèse la plus vraisemblable pour expliquer les ennuis rhumatologiques de Mozart, c'est qu'il y a une maladie qui combine signe cutanée, angine à répétition, fièvre et douleur abdominale qu'on appelle la maladie de Schoenheim-Enor ou le purpura rhumatoïde. C'est l'hypothèse la plus vraisemblable. Il est indiscutable qu'on ne peut pas aujourd'hui, 2 siècles après, être formel quant à l'éventualité qu'on va proposer. Mais disons que c'est un élément, c'est un faisceau d'arguments qui milite en faveur de cette hypothèse. Après, un certain nombre d'historiens de la médecine se sont penchés sur les causes de son décès. Alors on a évoqué une tuberculose, une typhoïde, un empoisonnement médicamenteux, notamment par le bismuth ou par le mercure. On a dit également que son rival, Salieri, dont il était jaloux, a peut-être été à l'origine de cet empoisonnement, qu'il a appartenu à une loge franc-maçonnique, et à un moment donné, il y a un conflit entre certains francs-maçons et Mozart, et qu'on a dit que c'était peut-être les francs-maçons de Vienne qui étaient à l'origine de son décès. Et puis, on a évoqué également le rôle du rhumatisme articulaire aigu, d'une endocardite bactérienne, qui vont précipiter le coma aigu. Et puis, ce qu'on ne sait pas toujours à propos de Mozart, c'est qu'il était porteur de ce qu'on appelle l'oreille absolue. Parce que, si vous voulez, il était tellement exceptionnel qu'il fallait qu'il ait aussi un certain nombre de dons, et notamment un don auditif, c'est ce qu'on appelle l'oreille absolue. Et donc, ça nous ramène à une certaine époque, au XVIIe, XVIIIe siècle, au Vatican, à la chapelle Sixtine. On pouvait écouter le Miserere de Gregorio Allegri, qui était célèbre dans toute l'Europe, mais à l'époque, le pape, ou les différents papes qui se sont succédés, interdisaient qu'on prenne la moindre note pendant qu'on écoutait le Miserere d'Allegri. Le manuscrit était gardé secret par le Vatican, il était chanté a cappella. Et bien, en 1770, Mozart, accompagné de son père Léopold, assiste à la messe de Pâques et de retour chez lui, de mémoire, avec une oreille absolue, et bien, il reproduit la partition. Donc c'était quand même une personnalité exceptionnelle. Après, nous